amendments, they will be that Palestine has recommended after putting the resolution in blue. They will be introduced and amended today. We don't think this resolution is constructive. We think it sets arbitrary deadlines for reaching a peace agreement and for Israel's withdrawal from the West Bank. We think that the resolution fails to account for Israel's legitimate security needs, and the satisfaction of those needs, of course, is integral to a sustainable settlement. Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. Je suis ravie de vous retrouver pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité. Donc voici tout de suite le programme. 8 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions. Si les Palestiniens savaient que la résolution ne passerait pas, ils espéraient au moins obtenir les 9 voix qui auraient contraint les États-Unis à opposer leur veto. Mais ceux qui se sont abstenus ont en partie justifié leur position par la précipitation des Palestiniens à aller au vote. On en parle dans un instant. Le parti chasse en plein drame, le centre-gauche qui fait jeu égal avec Netanyahou, Bennett qui surfe sur la vague des sondages. C'est dans ce contexte que s'ouvrent ce matin les primaires du Likoud. Décryptage dans un instant. Et puis l'année 2014 se termine comme elle avait commencé dans le monde arabe, avec beaucoup de morts et peu d'espoir. Une année qui se scelle sous le signe du djihad et de l'État islamique. On parlera donc des défis à venir, la stabilité de la Libye, la démocratie en Tunisie, le calme en Égypte aussi. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons ce matin dans notre édition avec notre panel d'invités. Avec nous sur ce plateau ce matin, Daniel Sheikh, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Boaz Bismuth, vous nous avez rejoint ce mercredi matin. Vous êtes rédacteur en chef du bureau étranger du journal Israël Hayom. Merci à vous deux d'être avec nous. Maurice Ifergan, je me tourne vers vous. Bonjour. Alors on va passer en revue la presse israélienne, la presse de la région également. Et on commence bien évidemment avec Yediot Ahronot, Israël Hayom, également Boaz, sur le projet de résolution palestinienne. Oui, et les journalistes israéliens sont restés éveillés toute la nuit parce que malgré leur tardive, ils ont réussi à titrer sur le rejet de la résolution palestinienne au Conseil de sécurité. Alors Yediot Ahronot titre « Pas de reconnaissance pour la Palestine », ce qui semblait a priori être un échec israélien est devenu au dernier moment une victoire à une voix près avec le rejet de la reconnaissance de la Palestine par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez, on clame victoire. Les Palestiniens qui étaient convaincus d'avoir les 9 voix sur 15 nécessaires n'ont finalement obtenu que 8 voix, dont celles non attendues de la France et du Luxembourg. Le quotidien souligne. Les États-Unis et l'Australie ont voté contre. John Kerry et Benjamin Netanyahu, eux, ont multiplié les efforts ces dernières heures pour convaincre les pays hésitants, notamment le Nigeria et le Rwanda. 5 pays se sont abstenus, renversant ainsi la tendance. De toute façon, les États-Unis avaient indiqué qu'ils allaient utiliser leur droit de veto si une majorité se dessinait au sein du Conseil, affirme Yediot Ahronot. Israël Hayom souligne le rôle des États-Unis dans cette résolution. Victoire diplomatique israélienne, affirme le quotidien. Netanyahou est parvenu à convaincre le Nigeria et le Rwanda de ne pas voter pour la résolution palestinienne. On donne une place d'honneur donc à Benjamin Netanyahou. Les 2 pays africains se sont finalement abstenus, provoquant l'échec palestinien. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies a indiqué qu'après le vote, qu'aucun autre pays n'a déployé autant d'efforts pour la paix entre Israël et les Palestiniens que les États-Unis. La paix est trop importante pour qu'on y renonce et malheureusement le projet n'était pas équilibré, ne présentait que le point de vue palestinien sans prendre en compte les besoins sécuritaires légitimes d'Israël, affirme l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Daniel Sheikh, est-ce que les médias israéliens ont raison de croire que c'est une victoire diplomatique pour Israël ? Oui, sans doute. Enfin, victoire, façon de parler. Vous savez, Israël se trouve depuis pas mal de temps sur la défensive, en position de réagir plutôt que de prendre des initiatives. Et donc c'est clair que cette résolution, de toute façon, elle était vouée à être rejetée, que ce soit par une majorité ou par un veto américain. Donc il n'était pas question de voir un texte tellement déséquilibré, tellement
mal conçu, à moins que les Palestiniens ne voulaient de toute façon qu'il soit rejeté pour des raisons tactiques, pour peut-être prendre des mesures plus tard, je n'en sais rien. Alors ça, c'est la stratégie ou tactique, on va en reparler dans quelques instants. Quelle est la suite à donner à ce rejet du projet, notamment avec la Cour pénale internationale? On en reparle dans quelques instants, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même le 31 décembre et les journaux israéliens font également le bilan de l'année 2014. Le bilan de l'année écoulée, alors on commence par Haaretz. Le quotidien fait le bilan en 4 points. Tout d'abord, l'hégémonie des États-Unis s'est affaiblie, affirme Haaretz, mais les détracteurs du président Obama n'ont finalement pas eu gain de cause. Le chef de la Maison-Blanche est parvenu à prouver que le pessimisme républicain n'était pas lié à la réalité. Deuxième point, Poutine a réanimé la guerre froide entre les deux grandes puissances. La forme olympique du président russe a remis en question l'hégémonie libérale, mais les difficultés économiques dues aux sanctions pourraient renverser la tendance en Russie en 2015. Le troisième point, Daesh, bien entendu, est passé du statut de milice marginale à celui d'une organisation qui change totalement la donne dans la région. L'État islamique a compris que les réseaux sociaux pouvaient remplacer plusieurs divisions et qu'une vidéo valait mieux que des milliers de munitions, écrit le quotidien. Enfin, quatrième et dernier point, l'Ebola et une série de conflits régionaux ont stoppé les promesses de développement du continent africain. Boaz, une petite question rapide. Est-ce que finalement 2014, ce ne sera pas cette année des dossiers classés sans suite, des dossiers qu'on a ouverts, qu'on n'a pas à refermer, qui ne sont pas terminés? Bon, d'abord, ça, c'est pas propre à 2014. D'habitude, vous savez, une année, ça paraît long, mais c'est assez court. Je dirais juste une chose, deux remarques. La première concernant le bilan du journal Haaretz. Je tiens à rappeler seulement que ce même quotidien, il y a quelques semaines dans ce magazine, avait été le plus critique d'Obama et qu'il y avait quand même des élections, des midterm elections assez récemment, dans lesquelles on a vu un petit peu les résultats et ce que pensent les Américains. Deuxième point concernant le vote et la question que vous avez posée à Danny Sheikh, et je suis entièrement d'accord avec ce que Danny vient de dire. Et en plus, succès, mais c'est un certain succès. Bien sûr, on savoure. Vous savez, dans un pays comme Israël, dans lequel les succès diplomatiques sont assez... Surtout aux Nations Unies, exactement, surtout aux Nations Unies, dans lequel, vous savez très bien, c'est pas notre terrain, c'est pas gagné d'avance. Alors, pour nous, bien que c'est quand même 8 pour 2, c'est-à-dire 8 pour 2, c'est 8-2 quand même le score, nous avons quand même perdu, mais le fait que les Palestiniens n'ont pas eu les 9 voix pour, au lieu de voir le fait que la France et le Luxembourg, la France, on aurait souhaité un autre vote, sauf si c'est un cauchemar, mais je pense que c'était réellement le cas. Je pense que quand même, c'est pour ça que je dis à certains succès, et je pense pas que les Palestiniens vont s'arrêter là. Maintenant, pour les dossiers pas finis, je pense que maintenant nous sommes dans un processus. Pour moi-même, en plus, je pense qu'on est dans un espèce de fin de cycle, et c'est pas en 1 an, pas 2 ans, peut-être ça prendra 10, 15 ans, mais des choses se transforment, des choses se passent en ce moment, et c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de dossiers en gestation actuellement. On continue avec le Jerusalem Post. Avec le bilan du Jerusalem Post, un bilan tout à fait régional. Vous allez voir 3 images pour illustrer ce bilan. La première, Netanyahou et Obama, le 1er octobre à la Maison-Blanche, quelques instants avant que John Kerry, le secrétaire d'État américain, n'annonce que la construction dans les territoires constitue un obstacle à la paix, faisant ainsi porter la responsabilité de l'échec des négociations à Israël. Deuxième image, l'attaque du 22 octobre à la voiture bélier à Jérusalem. L'une des victimes, un bébé de 3 mois, avait la citoyenneté américaine et a donc compliqué les relations entre Israël et les États-Unis. Troisième image, les grandes puissances et l'Iran réunis le 24 novembre dernier à Vienne, acceptant que Téhéran continue de produire de l'uranium enrichi dans le cadre de son programme de développement nucléaire. C'est un dossier sur lequel on revient. Le dossier peut-être, le dossier le plus important, chaque année on nous raconte peut-être à juste titre que les Iraniens sont très proches soit de leur bombe, soit d'être un état seuil, et tous les ans on pense que peut-être la solution va venir là. Et encore une fois, on termine 2014 avec 2 choses dont on aurait souhaité qu'elles soient différentes. La première, bien sûr, il n'y a toujours pas d'accord sur le nucléaire iranien, et puis deuxièmement, Assad est toujours là. Donc voilà 2 dossiers qui nous font que 2014 aurait dû régler, peut-être 2015. On va en reparler tout à l'heure. Ali Waqued sera également présent sur ce plateau pour en discuter avec nous. Alors dans le monde arabe, la presse arabe, l'Orient le jour prédit et El Watan est en campagne contre une fête pas forcément très acceptée. D'abord l'Orient le jour qui ne veut pas faire un bilan de l'année écoulée, mais qui cherche à décrypter ce qu'il va se passer en 2015. Et pour cela, le quotidien l'Orient le jour fait appel à une voyante, Hélène Mahalouf. Elle n'aime pas les mauvaises nouvelles, affirme le quotidien. C'est une voyante
sourire, Daniel Sheikh. Alors malheureusement, le Plus que sourire. système qu'il faut adopter. Finalement, on est peut-être passé à côté de quelque Plutôt chose. que les commentateurs intelligents comme Boaz et moi, il faut prendre une voyante. Alors voilà, appel à la rédaction en chef du Morning. Appelons une voyante et non des commentateurs. Alors, Le résultat sera pas forcément moins bon. Vous allez voir. Malheureusement, écrit Lorient Le Jour, que ce soit pour le Liban, pour la région ou pour le monde, Hélène Malouf n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer pour 2015. Il faudra encore attendre quelques années pour en finir avec l'État islamique, affirme-t-elle, et voir le retour des réfugiés syriens dans leur pays. En attendant, 2015 sera une année terrible, avec une croissance du terrorisme au moins pour les 6 premiers mois. Finalement, Ouais, j'ai elle pas a dit compris, à mais je peu préfère près ce que être dit Boaz, qu'il faut plus qu'un an pour faire un Et bilan. vous allez- Ce sont des cycles plus longs. en voyant. Voilà. Jouez votre boule de Et cristal. vous allez voir, Hélène Malouf continue, elle n'a pas coutume de se tromper. En 2009, elle avait prédit la chute des pays arabes, l'un après l'autre comme un jeu de domino, avait-elle dit. En 2010, elle avait vu la guerre en Syrie et les circonstances de l'arrestation de Saddam Hussein. Et en 2004, elle avait même prédit le tsunami, les attentats de Londres et de Madrid. Ben voilà, après Amin Malouf, Hélène Malouf, Boaz Malouf. Et on passe, Vous pouvez afficher son numéro de téléphone peut-être. et on passe à Ouattane avec les festivités de fin d'année. Alors le quotidien fait état d'une campagne nauséabonde, appelant à boycotter les fêtes de fin d'année sous le prétexte fallacieux, c'est pas moi qui le dis, c'est le quotidien algérien, qu'il ne s'agit pas d'une fête à proprement parler islamique. À Oran et à Alger, on compte en tout cas faire la fête et plus de 7000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité. Mais les Algériens ont, semble-t-il, trouvé un truc pour fêter 2015 en toute bonne conscience. Le 31 décembre est aussi la fête, alors j'espère que je le dis bien, du Malouid Enabou Baoui. En fait, c'est la fête du jour de naissance du prophète Mahomet. Voilà, merci beaucoup Maurice donc, pour cette revue de la presse. Et oui, pour cette dernière journée de 2014, le programme est assez chargé. Je vous le disais, 8 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions. Les Palestiniens qui savaient peut-être que la résolution ne passerait pas, ils espéraient en tout cas au moins obtenir les 9 voix qui auraient contraint les États-Unis à opposer leur veto. Mais ceux qui se sont abstenus ont en partie justifié leur position par la précipitation des Palestiniens à aller au vote. Voilà pour l'actualité de cette nuit et ce rejet de la résolution palestinienne. On en reparle donc, Boaz. Pourquoi cette précipitation des Palestiniens ? Finalement, même là, jusqu'au dernier moment, c'était pas clair s'ils vont le faire ou pas. Et je pense, parce que j'ai entendu ce que vous venez de dire, je pense que s'ils ne pensaient pas faire le plein, et le plein c'est quoi ? C'est finalement avoir ces 9 voix et mettre un petit peu les États-Unis au dos du mur, c'est-à-dire utiliser leur droit de veto, parce que même sur ça, c'était pas finalement très sûr. Je pense qu'ils n'auraient pas, l'ambassadrice de la Jordanie n'aurait pas présenté la proposition qui était une proposition arabe. Je pense qu'il y a eu un certain, je pense vraiment sur ce point-là que les Palestiniens, une grosse déception pour eux. Ils ont beaucoup misé sur d'abord sur des instances internationales, le Conseil de sécurité sur ce point-là. Et pour eux, justement, c'était aussi un test vis-à-vis des Américains. Maintenant, pour les Israéliens, c'était un gros pari quand même. Parce que énorme. hier, ils ont présenté une nouvelle mouture, beaucoup plus dure, vous beaucoup m'avez plus invité ferme. depuis plusieurs semaines, on est là à parler justement. Alors souvenez-vous, c'était en 2011, Dany me corrige, en 2012, où on parlait de ce tsunami qui nous attend. C'était Aude Barak qui le parlait à l'époque. Après, ensuite, là maintenant, depuis quelques semaines, on parle du fait que bien sûr, il y aura les Palestiniens vont présenter leur proposition. Et finalement, est-ce qu'il y aura ce veto américain ? Et à la fin, qu'est-ce que l'on voit ? Qu'on n'a même pas besoin du veto américain. Et en plus, qu'on peut toujours compter sur les Américains, parce que c'est vrai que Netanyahou a parlé, discuté, téléphoné avec 3 dirigeants africains, dont un où il a vraiment réussi un gros succès, c'était avec le président du Nigeria. Avec Rwanda, c'était plus facile, mais Nigeria, c'était beaucoup plus difficile. Et puis finalement aussi, John Kerry, qui parle à des représentants ou à des ministres des Affaires étrangères de 13 des 15 États du Conseil de sécurité. Et là, c'est pour ça que je dis finalement, dans cette instance-là, un très joli succès pour les Israéliens, un échec, vraiment un échec pour les Palestiniens, mais ils ne vont pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Un échec, mais un échec attendu, finalement, Daniel Sheikh. Pourquoi ils n'ont pas présenté une formule un peu plus modérée que celle présentée et rectifiée hier ? Franchement, je ne peux pas me mettre dans la tête de la diplomatie palestinienne, mais clairement, à mon avis, s'ils voulaient avoir une véritable chance d'un succès au Conseil de sécurité, ils auraient dû tempérer le texte et attendre le vote pour la nouvelle composition du Conseil de sécurité Alors justement, en d'aucuns 2015. disaient qu'elle aurait été moins favorable encore que cette composition actuelle du Conseil de sécurité, d'où l'empressement des Palestiniens à présenter cette résolution. Je ne suis pas certain que... Bon, à nouveau, je ne suis pas dans la tête des diplomates, mais c'est peut-être juste un pas tactique, parce que même au cas extrême que cette résolution aurait été adoptée,
tout le monde comprend que ce n'est pas par le biais ni du Conseil de sécurité, ni des parlements européens, ni autres que les choses vont changer pour les Palestiniens. Et que de toutes les façons, ni eux ni nous ne ferons l'économie d'un accord négocié, signé par les deux parties en bonne et due forme. Et que tout ça, c'est de la gesticulation diplomatique qui n'est pas sans importance pour Israël, il faut le dire. Parce que chaque acte de ce genre, que ce soit un vote dans un parlement d'un pays européen, que ce soit telle ou telle déclaration, que ce soit cette mobilisation des États-Unis en faveur d'Israël, cela crée une certaine érosion dans le crédit qu'a Israël et que cela crée un climat qui devient un peu plus difficile pour Israël. Donc, victoire, oui, victoire tactique sans doute, mais solution, non. C'est-à-dire, où va-t-on après cette petite victoire au Conseil de sécurité? Est-ce qu'Israël va continuer à rester passive, attentiste, voir comment les choses vont évoluer, ou bien peut-être après les prochaines élections, que nous espérons avec un certain résultat plus cohérent que les dernières élections, il y aura un gouvernement qui va prendre le destin de ce pays entre ses propres mains et va prendre des initiatives dans ce domaine. Alors on va continuer à parler. C'est vrai que le problème israélo-palestinien est né avec ce gouvernement. Il n'existait pas avant. Oui, non, mais c'est trop bas. Non, pas du tout. Franchement, c'est la seule. Je me suis permis. Rien dans ce que j'ai dit n'a pu même insinuer ce que tu dis. Donc c'est une très belle blague, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Le problème palestinien, n'est pas né avec ce gouvernement. Malheureusement, il n'est pas mort avec ce gouvernement non plus. Malheureusement. Alors, c'est de ça que je parle. Et ce gouvernement n'a surtout rien fait pour le résoudre. C'était l'un des bilans de Benjamin Netanyahou, hein, ce statu quo qu'on lui a reproché, rester dans ce statu quo. Est-ce que ça risque de changer, puisqu'on le dit favori, on ne sait pas comment ça se passera le 17 mars. Souvenez-vous que ce gouvernement, qui n'était pas peut-être le meilleur gouvernement, finalement avec une coalition un peu, allez, on va oser dire, en effet, en 2014, un peu tordue, et qui était vouée à l'échec dès le premier jour. Et là, je pense que nous sommes tous d'accord, la coalition était vouée à l'échec dès le premier jour. Quand même, je pense que ce gouvernement, même s'il a vécu 2 ans, et ben parmi ces 2 ans, il y a eu quand même 9 mois de négociations. Souvenez-vous, il y a un vide qui s'est installé, mais avant, il y avait quand même des négociations. Et qui tenait le dossier de ces négociations? Quand même, c'était Madame Tzipi Livni, une personne que vous appréciez beaucoup, je pense. Et on a entendu dans un talk show, il n'y a pas très longtemps, un talk show où on se permet de dire un peu les choses, même basses parfois, de dire justement, et vous avez vu le terme qu'elle a utilisé pour qualifier les Palestiniens, ce que moi, j'oserais jamais faire, surtout pas devant mon ami Ali Waked. Donc, je voudrais dire la chose suivante. C'est vrai que ce gouvernement a fait, ou peut-être n'a pas fait assez d'efforts, mais quand même, il faudrait que les Israéliens, dans quelques mois, votent différemment pour qu'il y ait beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de concessions. Mais quand même, vous savez mieux que moi que it takes two to tango, comme disent les Argentins, mais eux les disent en espagnol. Et finalement, vous savez très bien que ces 2 dernières années, les Palestiniens ont fait combien d'erreurs, y compris celle-là hier soir. On a eu hier justement, encore une fois, un exemple classique d'une erreur palestinienne. Alors erreur ou pas, justement, parce que l'une des intentions des Palestiniens en cas de rejet du projet, c'était aussi de chercher notamment à rejoindre la Cour pénale internationale et d'accuser Israël de crimes de guerre à Gaza. Est-ce que finalement, tout ça, c'était pas juste le chemin pour y parvenir? Il faut comprendre que le seul terrain sur lequel Abou Mazen peut puiser sa légitimité politique parmi les Palestiniens, c'est le terrain diplomatique, puisqu'il n'y a pas de négociation. C'est sa raison d'être. Lui ne croit pas au combat, il ne croit pas à la violence, il ne croit pas à la guerre. Sa raison d'être par rapport à ses électeurs, entre guillemets, si on peut parler de ça, puisqu'il y a, ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas d'élection là-bas, mais peu importe, ce n'est pas nos affaires. Nous, par contre, on en a trop souvent, donc peut-être on pourrait faire une moyenne, ce serait bien. Non, mais sérieusement, c'est sa raison d'être politique. Et donc, il doit manifester une certaine activité. Puisqu'il n'y a pas d'activité bilatérale avec Israël, il se tourne vers le terrain multilatéral, le terrain des Nations Unies, de l'Union européenne, etc. Maintenant, personnellement, je connais un petit peu le dossier permanent et non pas je connais un peu le dossier de la Cour pénale internationale. Je pense que c'est un fusil vide. Je crois que c'est une menace vide, puisque de la même manière, si il devait pouvoir rejoindre la Cour pénale internationale et pouvoir attaquer des personnalités israéliennes, les poursuivre,
ils s'ouvrent eux aussi à des poursuites de la part d'Israël ou de la part d'autres pays contre des personnalités palestiniennes. Et donc je ne pense pas que c'est une menace sérieuse. Alors Daniel Boaz, Maurice, je vous propose de prendre la direction à présent de Jérusalem. On y rejoint Daniel Haïk. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors selon vous, est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle initiative internationale de réconciliation, un genre d'Annapolis bis ou de nouvelle conférence de Paris ? Écoutez, d'abord, on doit dire qu'ici en Israël, du côté israélien, même s'il n'y a pas de réaction officielle, eh bien, d'une certaine manière, la première réaction est une réaction de satisfaction concernant le vote qui s'est produit hier, le rejet de la résolution palestinienne. Cela prouve, dit-on en Israël, que finalement, la communauté internationale ne cautionne pas les initiatives unilatérales. Mais il y a aussi une réaction, on va dire, de déception, et même certains parlent de trahison concernant le vote de la France, le retournement de la position de la France qui, à la dernière minute, a voté en faveur de la résolution jordano-palestinienne. On affirme que ce n'est pas la première fois que les Français agissent de la sorte et reviennent sur des engagements qu'ils avaient pris auprès des Israéliens. Et enfin, il y a effectivement un sentiment d'inquiétude aussi concernant l'avenir, parce que, vous le savez, la composition du Conseil de sécurité doit être modifiée le 1er janvier. Ce sera un Conseil de sécurité à partir de là qui sera plus favorable aux Palestiniens. Et les Palestiniens pourront à nouveau déposer une nouvelle résolution, ou alors peut-être même la France, donc qui s'est mise en avant au cours des 24 dernières heures, pourrait elle-même proposer une résolution qui serait plus modérée et par conséquent donc qui pourrait rassembler une majorité suffisante, celle des 9 membres du Conseil de sécurité, en faveur donc d'une reconnaissance d'un État palestinien sous certaines conditions. Et donc tout cela suscite aussi une certaine inquiétude à Jérusalem. Merci Daniel. Alors vous vous trouvez à Jérusalem devant le Binyané Haouma. Dans un quart d'heure environ, les bureaux de vote vont ouvrir pour ces primaires qui se passent au Likoud, sans grand suspense finalement, Daniel, quant à la reconduction de Benyamin Netanyahou. Oui, alors il faut savoir que les 96 000 adhérents du Likoud, qui est le plus grand parti en Israël, vont voter un double ticket, c'est-à-dire ils vont voter pour la présidence du parti. Et là, bien entendu, aucun suspense, puisque face à Binyamin Netanyahou, tout puissant au sein du Likoud, il n'y a que Dani Danon qui tente d'être un challenger honorable, si l'on peut dire, et il n'a aucune chance donc de l'emporter. Ce sera Binyamin Netanyahou qui sera nettement réélu. Mais il y a aussi donc la composition de la liste électorale. Les 96 000 adhérents du Likoud vont devoir voter pour former cette liste électorale, et le véritable enjeu sera de savoir si cette liste sera plus nationaliste que la précédente, ou alors si Binyamin Netanyahou et ses proches parviendront à faire rentrer de nouvelles têtes, de nouveaux venus qui seraient plus au centre et qui permettraient à cette liste électorale, ceux qui seront les futurs députés du Likoud, d'être plus proches du Premier ministre et de lui permettre de mener sa propre politique. Il faut avouer qu'il n'y a pas véritablement beaucoup d'enthousiasme. Les bureaux de vote vont effectivement ouvrir à 9h heure israélienne et ils vont se clôturer, ils vont se fermer ce soir vers 22h. Il n'y a pas véritablement beaucoup d'enthousiasme et un élément, un indice du manque d'enthousiasme et de la morosité qui règne au sein du Likoud, et c'est peut-être un présage, un mauvais présage pour l'avenir, pour les élections du 17 mars, c'est qu'il n'y a pas eu de nouveaux visages, de nouvelles personnalités très connues qui s'est enrôlé dans les rangs du Likoud et qui brigue une place dans la liste électorale. En général, lorsque le parti est en vogue, lorsque ce parti est en train de séduire, eh bien, on assiste à l'arrivée souvent de nouveaux visages, de nouveaux venus, et ce n'est pas le cas. La seule personnalité dont on peut parler, c'est Avi Dichter, qui était un ancien chef du Shin Bet, un ancien ministre de Kadima, qui pourrait être justement propulsé sur le devant de la liste et aider Binyamin Netanyahou dans une avance plus centriste. Merci beaucoup Daniel Haïk pour ces précisions. Alors des nouvelles têtes, Boaz Bismuth, il y en a eu
et elles se sont enfuies finalement à cause de cette direction quasi dictatoriale de Benjamin Netanyahou. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Dictatoriale, je ne dirais pas, parce que finalement, on a vu d'autres partis que vous ne diriez pas la même chose. Par exemple, la nouvelle politique de Yachati, de Lapid, que justement, c'est lui qui nomme les députés, ou Lieberman. Donc, on ne dirait pas dictatorial sur les coudes. On peut dire que finalement, on n'a pas de nouvelle tête. On peut dire qu'on n'aime pas la liste, mais on ne peut pas dire dictatorial quand même. Ce que moi, le suspense, moi, je pensais que c'était Daniel Lally qui se présentait. C'est pour ça qu'il était là-bas. Donc, c'était ça ma grande surprise. Mais pour revenir à ce qui se passe ce matin au Likoud, je dirais que la chose la plus importante, c'est les 5 premiers, si vous voulez, les 5 deuxièmes, parce que finalement, là, on va voir qui vont être les ministres de Netanyahou. Je pense encore que Netanyahou aurait préféré avoir avec lui une autre liste. Je ne pense pas que ça va être une liste très, la meilleure que le Likoud aurait pu présenter. Concernant les nouvelles têtes, on parlait beaucoup de l'ambassadeur Michael Oren, que nous connaissons tous très bien, un proche en plus de Netanyahou. En fait, on le retrouve chez Kahlon. Après, on a beaucoup parlé du général Gallant. On a dit on va le trouver au Likoud, et puis finalement, on le trouve où? Encore une fois chez Kahlon. C'est pas très bon pour le Likoud que ces personnalités populaires en ce moment qui sont en vogue, finalement, ils choisissent d'aller ailleurs et pas au Likoud. Daniel Sheikh, 9 années consécutives pour Benjamin Netanyahou à la tête du Likoud. Depuis 2005, il n'est pas temps de passer le flambeau? Je ne sais pas. Moi, personnellement, vous savez... Non, pourquoi? C'est une question légitime. Moi, je pense d'abord que Benjamin Netanyahou se retrouve une des personnalités politiques les plus seules, les plus solitaires de la scène politique israélienne. Vous vous accordez sur ce point, Oui, parce qu'il est... si vous voulez regarder un processus sur ces 9 années, il a commencé à la tête d'une équipe cohérente qui le soutenait. Il avait de l'opposition dans son parti, évidemment, dans un grand parti comme ça, il y a toujours des courants, mais il avait une majorité solide parmi les leaders. Je ne parle pas parmi les adhérents du parti. Alors qu'aujourd'hui, déjà, la liste actuelle des membres de la Knesset, la liste parlementaire, est très loin de lui. Il est vraiment le coin le plus modéré du Likoud aujourd'hui, et il risque de se retrouver avec une liste encore plus radicale à la suite de ces primaires d'aujourd'hui. Mais je pense, vous savez, mon ami Boaz est un peu remonté aujourd'hui, c'est peut-être à cause des primaires dans son parti. Il est plein d'énergie. Moi, je pense que s'il faut faire un bilan, et s'il faut espérer quelque chose pour après les élections, pour 2015, c'est une chose très simple, c'est d'avoir un résultat plus cohérent, qu'il soit de droite ou de gauche. Moi, je préfère qu'il soit de gauche, Boaz préfère qu'il soit de droite. Mais l'un ou l'autre doit... Le résultat de ces dernières élections est le pire résultat, parce qu'il force un parti de former une coalition qui est incohérente. Et qui, puisqu'elle est incohérente, elle n'a pas une longévité réaliste. Ça veut dire en fait que vous êtes pour que le vote soit pour la droite, soit pour la gauche, un des deux grands partis. Donc vous voyez, vous avez... Avec ça veut dire, une vraie majorité. Bravo, ça veut dire que les élections précédentes, moi j'avais déjà compris, en étant pour un des deux, peut-être le parti travailliste, vous souteniez à l'époque un parti qui était justement un parti qui était plus petit. Désolé, et je suis entièrement d'accord avec vous. On peut avoir une très bonne majorité du centre et de la gauche, ou du centre et de la droite. Mais là... Je suis entièrement d'accord. Du centre-gauche jusqu'à l'extrême droite. On aura le temps, en tout cas, jusqu'au 17 mars d'en reparler, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Boaz, on vous retrouve dans quelques instants. On va parler du bilan 2014 dans le monde arabe. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning. Je suis bien entourée puisqu'on est en présence de Betsabé Salem. Bonjour Betsabé. Boaz, vous êtes resté en notre compagnie. Ali Waked, spécialiste du monde arabe, vous nous avez rejoint. Bonjour et merci. Oui, j'ai cédé ma place à Ali. Vous d'être avec nous. Vous avez fait un petit échange. On verra si l'échange est plus que uniquement dans les places et les chaises. Alors on vous l'a dit, on vous l'a répété. Nous sommes bien évidemment aujourd'hui le 31 décembre. On en profite pour passer cette année 2014 en revue. Ces images chocs, ces événements qui ont marqué l'actualité, voire même choqué les esprits, les drames, les avancées. Et on fait tout ça
avec vous ce matin, Betsabé. Eh oui, merci Nathalie de cet honneur. On va commencer par quelques images que j'ai sélectionnées qui ont été proposées par Courrier International. Notamment, on commence avec cette image à Alep le 14 février en Syrie. Donc un homme qui tient un bébé sauvé des décombres après une frappe aérienne. Au passage, on peut conclure bien que pour 2015, le président syrien s'en sort pas mal puisque la guerre a progressé vers la Turquie, vers Kobané. C'est finalement contre Daesh que les États-Unis et leurs alliés mènent des frappes aériennes. À l'est de l'Ukraine, 25 avril, un autre cliché, un manifestant pro-russe tient la pause, masqué dans un bâtiment du gouvernement régional, à Donetsk, dans l'est du pays. Après des mois de combat, une trêve a été signée, on le rappelle, en septembre à Minsk, mais ça n'est pas vraiment respecté partout. On ajoute que ni les sanctions économiques contre la Russie, ni les pertes humaines n'ont vraiment semblé infléchir la politique de Vladimir Poutine. Une image de foot, pas vraiment du foot, plutôt vous allez voir du cannibalisme. L'Italien Giorgio Chiellini qui montre son épaule accusant l'Uruguayen Luis Suarez de l'avoir mordu pendant le match opposant bien sûr leurs deux pays. C'était lors de la Coupe du Monde de football au stade Dunas de Natal au Brésil. C'était donc le 24 juin. On note que l'Uruguayen sera quand même suspendu plusieurs mois et exclu de la compétition. On retourne en Syrie. C'était le 30 juin dans la province de Raqqa. Cette fois des combattants islamistes qui défilent en ville. Ils ont organisé ce défilé militaire bien sûr pour fêter ce nouveau califat musulman qu'ils ont déclaré la veille. Le 10 octobre à présent, la pakistanaise Yousafzai qui s'exprime en Angleterre depuis la bibliothèque de Birmingham. La veille, la jeune militante qui avait été gravement blessée, on rappelle en 2012, est devenue co-lauréate du prix Nobel de la paix, un combat qui s'annonce compliqué. On rappelle que les talibans ont attaqué récemment une école près de Peshawar, à Peshawar, tuant 141 personnes, dont 132 enfants. Alors il y a ces événements et puis il y a des gestes aussi qu'on retiendra en 2014. Effectivement, comme à Hong Kong, par exemple, les étudiants du mouvement Occupy Central, mouvement qui semble quelque peu se fissurer en cette fin d'année, voilà, on les voit, ou encore le salut du District 12 de Hunger Games qui est devenu le symbole de la lutte contre l'État, le coup d'État militaire donc en Thaïlande. Il a été repris notamment par 5 étudiants en novembre, on les voit, ils ont été arrêtés. Et puis bien sûr à Ferguson, les manifestants qui dénoncent les violences policières, un geste qui fait référence au décès de Michael Brown, il avait 18 ans. Et puis des dessins aussi, des dessins de presse, par exemple le vol du MH370 assurant la liaison, on le rappelle, entre Kuala Lumpur et Pékin. 239 personnes à bord, il disparaît des radars le 8 mars, pas de localisation de l'épave. Et puis vous voyez, Bouteflika, pour le moins diminué par des problèmes de santé, ça ne l'a pas empêché de se présenter aux élections à 77 ans. Il est arrivé en tête du scrutin le 17 avril. Bravo. Oui, bravo. Façon de parler. Alors on passe à l'Afrique. On n'oublie pas l'Afrique avec bien sûr pas forcément des bonnes nouvelles. Cette année, Boko Haram notamment, ses assassinats, ses exactions, ces centaines d'enlèvements. Boko Haram qui étend son pouvoir comme Daesh dont on a parlé plus tôt. Et puis l'Ebola, d'après le rapport de l'OMS du 10 décembre dernier, plus de 18 000 personnes ont été touchées par le fléau. Près de 7 000 en sont morts, ça suffit. Alors à présent des formules, ça va plaire à Boaz qui a le sens de la formule, des formules que vous avez décidé de retenir pour alors un petit choix très rapide, celle du président turc qui exprime son admiration pour les femmes. C'était en novembre dernier, j'adore. On l'écoute. Vous ne pouvez pas traiter les femmes et les hommes de façon égale parce que leur nature est différente, leur caractère, leurs habitudes et leur physique sont différents. Vous ne pouvez pas demander à une femme de faire tous les types de travaux qu'un homme fait. Mais voilà, enfin, Betsabé, à quoi vous attendiez-vous? Alors, dans un autre genre, on a l'homme qui est ému, Oscar Pistorius, champion paralympique sud-africain, qui s'adresse à la famille de Riva Steenkamp. C'était le 7 avril, il est très ému, on l'écoute. Je veux saisir cette occasion pour présenter mes excuses à monsieur et madame Steenkamp. Il n'y a pas un jour depuis la tragédie où je ne pense pas à votre famille. Je me lève tous les matins et vous êtes les premiers à qui je pense. Je prie pour vous. Je ne peux imaginer la peine et la douleur que vous et votre famille ressentez à cause de moi. J'essayais seulement de protéger Reva. Je veux que les gens sachent qu'elle était aimée quand elle est allée se coucher ce soir-là. Voilà, elle a été tellement aimée que l'athlète a été condamné à 5 ans de prison quand même pour les coups mortels portés à sa compagne Riva Steenkamp. C'était le jour de la Saint-Valentin ou la veille, si je me souviens bien. Ou encore une autre formule, on écoute tout de suite. Unchain my hope, baby.
let me be. 'Cause you don't care. We're free. Set me free. Voilà, c'était donc quelques notes de Unchain My Heart, une autre occasion pour dire au revoir une dernière fois à Joe Cocker qui nous a quittés le 22 décembre dernier, chanteur qui avait 70 ans dont on n'oubliera certainement pas la voix. Alors dans un autre registre, 2014, c'était aussi l'année des controverses. Voilà, alors une controverse au passage que j'ai sélectionnée, qui a été reprise par Slate récemment. Slate.com s'était repenché sur l'affaire du sapin, dirons-nous, à forte connotation sexuelle, place Vendôme, et ce débat, cette controverse a traversé l'Atlantique puisque c'est le grand frère de Slate, américain, qui en a parlé. Ils avaient même fait, vous allez le voir, un tableau pour que les gens puissent exprimer est-ce que c'était de bon goût ou pas. On l'a vu pas mal, ce sapin. Voilà, ça c'était pour les pour terminer sur une autre note, on parle des avancées technologiques un peu drôles. Alors, par exemple, je me suis attachée au drone, le drone dont on a beaucoup parlé, pour avoir pas mal planché dessus, je m'en souviendrai. Alors, on a le drone qui a amélioré les performances en termes d'agriculture, peut-être en termes de santé, pour sauver les gens qui arrivent plus vite que les ambulances. Et puis, il y a les drones qui ont pas mal enquiquiné. On finira là-dessus. Regardez les images, c'était le 9 août dernier, concert de Trash Talk, un groupe de hard rock. Et là, vous avez un drone qui n'a pas plu à tout le monde. Apparemment, on n'a pas les images. Voilà, c'est dommage. Le bassiste n'est pas très content, alors il a balancé quelques canettes et à la fin de la vidéo, en fait, le drone tombe. Voilà. Et voilà, c'est le destin parfois. Sinon, il y a ceux qui espionnent les voisins. Le bassiste ne faisait pas partie des avancées de 2014. Alors justement, Ali, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2014 S'il y avait un événement pour vous à retenir et à mettre en exergue ce matin. Bon, l'événement, à mon avis, c'est l'élection de Bessebsi en Tunisie et le blanchissement total de Hosni Moubarak par un tribunal égyptien, qui signifie peut-être une fin d'étape de ce qu'on appelle le printemps arabe, les révolutions arabes, le réveil arabe. Et à mon avis, depuis l'élection de Bessebsi et depuis le blanchissement de Moubarak, la région arabe ou cette notion de printemps arabe est rentrée dans une nouvelle phase. Alors on va en parler dans quelques instants. Entièrement raison, j'ajouterai, j'aurais choisi exactement la même chose. Et en plus, le fait que Sisi, on l'a vu très bien dans sa visite à l'Élysée à Paris, devient de plus en plus fréquentable. Donc, si vous voulez un titre un peu 2014, juste ce que monsieur vient de dire, retour vers le futur. Voilà, et bien justement, on va essayer d'y retourner dans le futur, dans le passé. On va faire un bilan, nous aussi, 2014, de ce qui s'est passé cette année dans le monde arabe. Si on devait retenir aussi une chose, c'était cette expansion, en tout cas médiatique, de l'État islamique. Non, ce n'est pas du tout médiatique, Nathalie. Ce qui se passe avec l'État islamique est loin d'être un phénomène médiatique. L'État islamique, ça l'est aussi. L'État islamique occupe une très bonne partie de l'Irak, occupe une très bonne partie de la Syrie et je ne sais pas si il peut se transformer ou il risque de se transformer en 2005 en un fait accompli qui fera partie de la géopolitique de la région et que la communauté internationale apprendra de plus en plus à coexister avec cet État islamique qui... Mais est-ce que finalement, Boaz, on a l'impression que la communauté internationale, elle a appris finalement de certaines de ses erreurs avec Al-Qaïda, non? Non, la communauté internationale, c'est vrai qu'elle nous a appris qu'elle est prête à absorber, à accepter des choses inacceptables comme Bachar Assad, par exemple. Un événement en 2014, c'est le fait que ce monsieur soit toujours là. Voilà encore un événement. Après, le fait que Sisi devient fréquentable, ça c'est le côté positif. Assad qui est toujours là, le côté négatif. Maintenant, pour le fait, peut-on vivre avec, doit-on accepter ou pas l'État islamique? Je vais dire une chose, c'est quand même, on parle maintenant du monde arabe, et c'est quand même le travail, la responsabilité, la crédibilité du monde arabe, et je m'explique. Souvenez-vous en 2001, lorsqu'on se réveille le matin avec Al-Qaïda, bien qu'ils étaient déjà présents, comme l'État islamique, mais tout à coup on les découvre, il fallait qu'ils arrivent à New York dans un vol qui n'atterrit pas dans un aéroport normal pour que tout le monde se réveille. Très bien, mais dans cette coalition internationale, le travail a été fait surtout par qui? Par les Occidentaux. Le monde arabe n'est pas content, et on voit certains, les rues arabes manifestent, et on voit finalement le grand méchant loup, c'est pas Ben Laden
mais le président Bush. Là, encore une fois, dans cet État islamique, et je suis très content, pour moi, un événement, vous m'avez demandé, d'un événement, d'une image de 2014. Alors, on a vu un peu pour faire contrebalance avec les propos, comment on va dire, un peu pas très élégants d'Erdogan, je dirais différemment. Pour moi, justement, une femme pour moi est l'héroïne de 2014, non seulement une femme, mais une femme arabe, cette fameuse pilote, cette pilote-là, émirati, cette pilote est tout un symbole. Si le printemps arabe, je venais ici le matin et j'étais plutôt pessimiste, et vous vous souvenez, Ali, comment je pensais qu'on n'allait pas avoir de démocratie le lendemain, au contraire, un hiver islamiste et finalement un retour vers le futur, comme j'ai dit. Là, pour moi, cette femme, cette pilote de F-16 qui dirigeait les autres avions et qui combat l'État islamiste et qui est elle-même musulmane, bonne musulmane et émirati, voilà justement pour moi un symbole d'énormes souhaits, d'espoir pour l'avenir. Un mot peut-être, Ali, sur cette stratégie de containment, hein, d'essayer de contenir l'État islamique à un territoire précis. C'est pas la stratégie qui avait été choisie avec Al-Qaïda, où il y a eu une explosion de cette nébuleuse. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Dans la première partie de 2014, on a parlé de l'adoption d'une stratégie de la part des États-Unis et de la communauté internationale. Au dernier jour de 2014, on se demande quelle est cette stratégie de la communauté internationale. Et apparemment, vous avez raison, Nathalie, c'est une stratégie plutôt de containment que de battre l'État islamique, d'essayer de voir comment et où et quand et comment on peut vivre et coexister avec l'État islamique. La communauté internationale ne montre aucune intensité dans sa lutte contre l'État islamique. On parle plutôt d'un accord, de voir l'État islamique affaibli, mais pas éradiqué, pas disparu. Et ça, c'est un élément très important. Mais si élément important, c'est peut-être aussi cette expansion qu'on est en train de voir vers la Libye. Est-ce que la Libye, c'est la zone de déstabilisation qu'on a peur de se voir créer en 2015? Il y a la Libye, il y a bien sûr le Yémen. On ne parle pas trop du Yémen, mais le Yémen est devenu le front de bataille principal entre le camp modéré dans le monde arabe dirigé par l'Arabie saoudite. Et encore, quand on dit modéré et les relations entre l'Arabie saoudite et certains groupes djihadistes, c'est à discuter. Mais il y a le Yémen, il y a la Libye. Mais Nathalie, si j'ose revenir un peu à votre question du début, vous savez, un président tunisien élu à l'âge de 84, Bouteflika, on l'a vu, Sisi qui émane de l'institution militaire de l'Égypte, et on se demande ce printemps arabe dont la jeunesse était à sa base. Et où cette jeunesse actuellement, si on regarde l'âge moyen des gouvernements égyptiens et des dirigeants et du gouvernement égyptien et des autres régimes dans la région, la place de la jeunesse n'est pas là. Et encore, si jamais il y a une jeunesse qui ose à s'insurger, qui ose à descendre dans les rues, on les voit, le régime égyptien fait sortir le mouvement du 6 avril hors la loi. On voit les universités encerclées par les armées arabes. Alors, je voudrais juste réagir. D'abord, et là sur ce point, je pense que quand même en Israël, on a fait plus fort. On avait un président de 90 ans. Mais justement sur ce que vous parlez de l'État. Alors, mademoiselle ou madame a posé la question concernant la Libye et vous avez répondu avec le Yémen. Voilà deux pays que j'ai visités plus d'une fois dans ma vie les dernières années. Je vous dis, il faut se balader dans ces deux pays pour voir à quel point l'État est pratiquement non seulement faible, et presque inexistant. Et justement, le retour, et là je rejoins ce que Ali vient de dire avant sur la Tunisie, sur l'Égypte, cette idée même, et qu'est-ce qu'on a vu après le printemps arabe, cette idée, cette notion d'État, cette explosion un petit peu de l'État, de la notion d'État, et justement le retour vers le passé, justement c'est un petit peu pour sauver cette notion, et c'est pour cela que le monde qui était très moral, qui parlait de démocratie, qui applaudissait Thomas Friedman, qui allait au Caire et qui disait « Waouh, je suis en train de voir la démocratie », eh bien, ils sont très contents. Ils sont très contents. Avec la nature tribale de ces Avant pays. Et après. Est-ce qu'on peut sauver cette notion d'État en Libye et en Yémen précisément? Justement, même avant. Quand il y a des négociations qui sont menées par des tribus et non pas par des groupes. Le printemps arabe a fait complètement exploser cette notion. À Libye, encore, il y avait un semblable d'État, c'est-à-dire ce drapeau vert libyen qui représentait justement le fait qu'il n'y avait pas d'État, parce qu'il n'y avait on ne trouvait rien pour regrouper tous ces tribus, mais quand même ces fameux dictateurs ont pu le faire. Je ne dis pas qu'ils sont bons, je suis le dernier à soutenir ni Kadhafi ni le président sortant yéménite, mais quand même il y avait un semblable d'État, ce qui n'existe plus aujourd'hui, et je crois que la communauté internationale aujourd'hui est prête à céder un petit peu ce désir de démocratie, et plus de liberté, peut-être pas de démocratie, mais plus de liberté. Et plus de calme, notamment dans ces pays. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Betsabé, vous restez avec nous, c'est terminé déjà.
bientôt. Voilà, à suivre un tout nouveau journal présenté par Dror Even Sapir. On revient juste après. On entame ensemble une deuxième heure d'information. C'est le morning. Vous êtes sur i24 News. Merci à vous de nous rejoindre. Et on va commencer avec cette interview publiée par le groupe de l'État islamique. Une interview avec un pilote jordanien capturé la semaine dernière dans le magazine en anglais par l'État islamique. On en parlera dans quelques instants. On va parler pour l'heure d'Air Asia et le dernier bilan des recherches. Regardez. Fin du suspense pour l'Airbus A320-200. Des corps ont été repêchés ce mardi en mer de Java. Les premières informations sur la découverte de débris a ruiné les minces espoirs des proches de retrouver des survivants. Je dois être forte, je dois être présente pour mes enfants et pour leur avenir. Je dois rester forte et franche sur cette situation. Et les causes de la disparition de l'appareil commencent à s'éclaircir. Les dernières communications du pilote ont été révélées par les autorités indonésiennes. Elles montrent qu'il voulait échapper à une tempête avant la perte de contact avec le contrôle aérien. Face au drame, l'aide internationale s'organise. L'Australie, Singapour et la Malaisie ont dépêché des avions de surveillance maritime et des navires de guerre pour les recherches auxquelles participent déjà des avions et bateaux indonésiens ainsi que de nombreux bateaux de pêche. Les États-Unis ont annoncé avoir déployé le navire de guerre USS Thompson qui est arrivé ce mardi dans la zone de recherche. Le flamboyant patron d'Air Asia, Tony Fernandez, a exprimé sa peine après le premier accident fatal de sa compagnie malaisienne à Bakou. Je ne me dérobe pas à mes obligations, même si nous ne savons pas quel était le problème. Des passagers étaient dans mon avion et je dois assumer mes responsabilités. J'ai tenté d'être aussi honnête que possible, aussi ouvert que possible sur ce que je sais. Beaucoup d'entre eux nous ont donné des suggestions et ils continuent de le faire. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils continueront de voyager avec Air Asia. Et je dois dire qu'ils étaient incroyables. Ils étaient reconnaissants de ce que nous avons fait. Mais localiser et repêcher l'épave d'un avion abîmé en mer peut durer des années et coûte des millions de dollars. 2014 est une année noire pour l'aviation civile malaisienne avec la perte de 2 avions de la compagnie nationale Malaysia Airlines à laquelle s'ajoute celui d'Air Asia. Ce dernier contenait 162 personnes à bord. Voilà donc pour le bilan de la situation. On va faire le point également avec vous. Betsabé, vos 5 clics, 5 infos. On commence donc par le vol Air Asia. Voilà, une disparition qui fait toujours les gros titres. RFI, comme les autres, se demande mais qu'a-t-il bien pu se passer ? On sait que le pilote a demandé à la tour de contrôle de changer d'attitude pour éviter une zone de perturbation. Alors l'avis du spécialiste interrogé par RFI, la météo était mauvaise, perdre un avion dans une météo sévère c'est rare, mais ça s'est déjà vu, des turbulences extrêmement violentes ont pu faire perdre le contrôle de l'avion. Alors gros titre aussi pour CNN par exemple, regardez CNN qui pose 10 questions dites clés sur cette disparition. Alors par exemple, vous savez qu'on a retrouvé des débris, alors ces débris vont par exemple donner des indications sur ce qui s'est passé? Alors c'est la question à $1 million, répond CNN, à laquelle il faudra déjà plusieurs mois d'enquête, c'est ce qui est sûr, pour pouvoir répondre. Alors que signifie, autre question, le fait qu'un des corps retrouvés ne portait pas de gilet de sauvetage? Eh bien qu'apparemment tout s'est passé extrêmement vite. Autre question, peut-il y avoir des survivants? Alors en substance, CNN répond que non. Et puisqu'on parle de corps, cette découverte qui a été annoncée dans son dans son suivi live dans le Télégraphe cette nuit, eh bien 3 passagers flottants étaient toujours en train de se serrer la main lorsque leurs corps ont été retrouvés. C'était à 4h du matin cette nuit que le Télégraphe nous a annoncé cette nouvelle plutôt triste. Oui, et quand même, pour rassurer, avec les catastrophes qu'il y a eu cette dernière année, il y en a moins que les années précédentes, des catastrophes de ce type-là. Et puis c'est toujours plus sûr de prendre l'avion que de prendre tout autre moyen de transport. Donc surtout quand on a vu qu'on est le 31 décembre. Voilà. Forcément, c'est un peu difficile de rentrer à la maison. Après, allez, on va parler du virus Ebola qui semblerait avoir mis un pied à présent en Grande-Bretagne. C'est à Glasgow. Et tout à fait. Elle se trouve maintenant à Londres. C'est une infirmière écossaise qui revient de la Sierra Leone et qui était contaminée par l'Ebola. Elle s'appelle Pauline Kafurke, 39 ans. C'est le Guardian qui nous révèle son identité, entre autres médias. Et c'est donc la première personne à avoir été contaminée
contaminée par l'Ebola se trouvait sur le sol britannique. Donc elle se trouve à Londres en ce moment pour recevoir des soins spéciaux. Jusque-là, tout va bien, sauf que eh bien, la polémique enfle sur place, puisque lors de son retour, à son arrivée à Londres, afin de se diriger... Non, elle est arrivée directement vers Glasgow, et bien elle a demandé qu'on lui prenne une deuxième fois sa température. Donc là, elle était soucieuse d'avoir attrapé le virus, donc on lui a fait quelques examens supplémentaires, sauf que, eh bien, quand même, on l'a laissé partir. De quoi remettre en question le dépistage britannique, souligne le Guardian, même si le docteur qui est en charge de la patiente tente de rassurer, de dire il y a vraiment très peu de risques que des passagers aient pu être infectés par cette dame dans l'avion. Allez, direction à présent la Russie. On va parler de l'opposant Alexei Navalny. Voilà, alors le militant anticorruption qu'on ne présente plus, qui est devenu opposant numéro 1 du chef du Kremlin, a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis, du sursis pour le museler. Regardez, titre ainsi Le Monde, le quotidien français, qui souligne le verdict a d'autant plus choqué que l'affaire Yves Rocher, plus qu'aucune autre, parmi celles visant M. Navalny, s'apparente à un coup monté. Alors d'un côté, vous avez Navalny qui est accusé d'avoir escroqué Yves Rocher. De l'autre, eh bien, les responsables d'Yves Rocher qui ont quand même, au fil du temps, montré que finalement, il n'y avait pas grand-chose à reprocher à Navalny. Et donc, de l'avis de tous les observateurs, la société française a agi sous la pression des autorités russes, sans jamais vraiment le reconnaître non plus. D'ailleurs, Le Monde, qui n'y va décidément pas de main morte, je cite, « Dans la Russie de Vladimir Poutine, l'indépendance de la justice est une fiction », écrit le journal. Alors, heureusement, les droits de l'homme n'ont pas dit leur dernier mot. Regardez le Los Angeles Times qui raconte que des milliers de manifestants sont descendus dans les rues en Russie pour protester contre cette peine, en dépit, on note au passage, d'un froid sibérien, sûrement d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que cette sentence qui énerve sur place, il y a aussi ces sanctions économiques dont on sait bien que Vladimir Poutine, s'il n'avait pas annexé la Crimée, on ne serait pas là avec le rouble qui dégringole. Droits de l'homme, on ne sait pas vraiment, vu les nouvelles interpellations qu'il y a eu hier lors de ces manifestations. Vous nous parlez, à présent, ça va plaire à Maurice Fergan, d'Ibrahimovic. Vous aimez la chasse, Pas du tout. Parce qu'on parle pas de foot, en fait, on parle de chasse. C'est pour ça que je parle d'Ibrahimovic, d'ailleurs. Il a abattu un élan, figurez-vous, alors en rentrant dans son cher pays pour prendre quelques jours de repos, donc en Suède, l'attaquant suédois s'est adonné au plaisir de la chasse, écrit le Figaro, qui précise que c'est une passion pour l'attaquant parisien, qui n'a pas fait au passage dans la demi-mesure, puisque l'élan en question avait quand même 500 kilos. Alors de quoi faire la une de la presse suédoise, comme vous pouvez voir aussi, ça a été repris par le Figaro. Ça n'a pas plu beaucoup aux associations protectrices des droits de l'homme, surtout que même si la chasse n'est pas illégale en Suède, elle décrit quand même de cette façon de mettre en exergue les exploits du footballeur. Voilà. Et de s'attaquer à un symbole. C'est pas, ça légitime un peu trop cette chasse. Et voilà. Alors. Allez, un mot de technologie à présent avec des applications d'espionnage qui pourraient bien faire pâlir Edward Snowden. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous a intéressé ça aussi, Maurice. En fait, c'est Courrier a beaucoup plus. Voilà, alors vous allez voir, Maurice. Courrier reprend une histoire en fait parue dans Atlantique. Tout commence quand son épouse est en voyage d'affaires. Jay cherche l'iPad de sa fille et découvre alors une application qui va lui être utile, Find My iPhone. Et grâce à cette application, il voit que sa femme se trouve en fait à 8 km de sa maison. C'est le début de toute une tirade sur ces applications qui permettent d'espionner son conjoint, Maurice, ou Maurice toujours, de se protéger des curiosités du dit conjoint. Ainsi, vous avez maintenant des keyloggers qui enregistrent chaque touche tapée sur votre clavier, des programmes qui conservent des journaux détaillés de tous les appels, SMS, chat vidéo, d'autres qui localisent un téléphone en temps réel, récupèrent à distance des données supprimées, etc. Bref, une terrible panoplie de logiciels espions, sauf que n'ayez crainte, les développeurs ont aussi pensé à vous protéger de l'autre côté. L'antidote quand on invente. Exactement, comme ça. exemple, Vauty Stocks, un coffre-fort virtuel qui, sous ses allures d'application boursière, permet de mettre des photos et des vidéos que vous aurez vraiment trop de mal à mettre de côté à l'abri des regards indiscrets, ou alors Nosy-Trap qui affiche un faux écran d'accueil iPhone et en fait prend automatiquement en photo les curieux qui tenteraient de s'en approcher, ou encore, et je finirai là-dessus, Kate, c'est un effaceur d'appels et de textos qui dissimule les appels et les SMS. Si au dernier moment quelqu'un vous surprend, vous avez un bouton panique qui consiste à secouer votre iPhone et là, il vous fait disparaître toutes les données sensibles. Voilà. Et ben voilà, on l'utilisera. Ce que je déplore, c'est que les détectives privés vont être au chômage maintenant. Exactement. Ça dit, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup qui s'occupaient de ça. Mais... Merci beaucoup, Messavé, d'avoir été avec nous ce matin.
On va parler d'un sujet bien plus sérieux à présent en Israël. C'est Arutz 10, la 10e chaîne d'information israélienne, qui est en danger de fermeture. Elle a stoppé dimanche soir la diffusion de ses programmes suite aux instructions données par les employés syndiqués de la chaîne. Et au lieu de la programmation régulière, eh bien, ce qu'on a pu voir, c'était le visage de Benjamin Netanyahou avec un message cinglant à l'encontre du Premier ministre. On fait le point en images. Une affaire inquiétante secoue le paysage audiovisuel israélien. Ce dimanche, les téléspectateurs ayant allumé leur poste sur la 10e chaîne, l'une des 2 chaînes commerciales privées du pays, ont eu une surprise plutôt désagréable. Au lieu des émissions normalement prévues, ils ont eu droit à cette annonce. Dans 3 jours, la chaîne 10 sera fermée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui assume la responsabilité de ministre des Communications, refuse de trouver une solution. Pour cette raison, le syndicat des employés a décidé de suspendre cette nuit la diffusion des programmes de la 10. Nous sommes la seule chaîne avec la 2 à diffuser quotidiennement des informations en plus de la chaîne gouvernementale. Donc il n'y a que 2 voix sur la télévision israélienne. Toute tentative de nous faire taire est une atteinte grave à la démocratie et au pluralisme. C'est essentiel à la société israélienne. Une mesure extrême qui survient alors que la chaîne se retrouve dos au mur, après avoir cumulé une dette d'environ 7,5 millions d'euros. Les représentants de la 10 disent avoir réuni la somme nécessaire grâce à des prêts bancaires. Mais pour l'autorité israélienne de régulation de l'audiovisuel, son versement dépendra du renouvellement du permis attribué à la chaîne, un renouvellement qui pour l'heure ne sera pas accordé. Nous risquons de perdre notre emploi dans 2 jours. Les députés et les autorités du pays se contentent actuellement d'ignorer cette situation complexe. Chaque jour, on a l'impression qu'on essaye de nous étouffer. Nous n'avons aucune sécurité financière. Nous ne pouvons pas vivre notre vie et subvenir aux besoins de nos familles. C'est illogique que le gouvernement nous empêche de travailler dignement pour des raisons personnelles. Car les relations entre la 10 et le Premier ministre Netanyahou sont pour le moins tumultueuses. En 2011, la chaîne diffusait un rapport exclusif sur les dépenses exorbitantes du chef du gouvernement. Je n'ai pas eu vent de mesures particulières prises par des politiciens en Israël pour activement faire fermer la chaîne. Mais je n'ai pas non plus entendu parler de tentatives de nous maintenir en vie. Les employés de la 10e chaîne et leurs confrères journalistes israéliens espèrent bien que la fermeture d'un des principaux organes de presse du pays ne sera pas encore un chapitre de la période électorale de 2015. Alors ça sera peut-être un nouveau chapitre de la période électorale, puisqu'il y a une réactualisation à cette affaire finalement qui sera à suivre dans 6 mois. Non, Nathalie, ça ne sera pas un des chapitres de la campagne électorale, puisque finalement la chaîne a obtenu 6 mois de sursis et l'avenir de la chaîne 10 sera évoqué en Conseil des ministres, dans le nouveau gouvernement. Donc pour le moment, la 10 va continuer à émettre, mais je ne pense pas que le gouvernement aurait pu se permettre de laisser un écran noir pendant toute la campagne électorale. Ça aurait été une très mauvaise image de marque pour le gouvernement Netanyahou. Alors justement, gouvernement, on va en parler avec ce journal de campagne et parler plus précisément du Chasse ce matin, ce parti qui est un peu dans la tempête depuis un moment, avec une grande question: le départ d'Aryeh Deri est-il définitif ou pas? Écoutez, Aryeh Deri a d'abord démissionné de ses fonctions de président du parti Chasse. On a tous pensé qu'il s'agissait d'une manœuvre pour faire face à son concurrent depuis le début, depuis la création du parti, au député Eli Yishai. Tous les deux se bagarrent pour avoir le statut d'héritier du chef spirituel du parti, le rabbin Ovadia Yosef. Mais hier, Aryeh Deri a fait un pas de plus en avant. Il a démissionné de son poste de député à la Knesset. Je crois qu'il est allé très loin. Trop loin? Est-ce qu'il peut faire marche arrière à présent? Je crois qu'il y a d'abord une question de calendrier électoral. Je veux dire, le dépôt des candidatures et des listes doit se faire dans les prochaines semaines. Je pense qu'il est allé loin. Il peut se produire à tout moment un coup de théâtre, mais
Mais là, il est allé très loin. Il a été suivi notamment par tous les députés. Par tous les députés chasses de la Knesset. Tous les députés chasses qui ont aussi présenté leur démission. Sideri démissionne, nous aussi on démissionne. Mais aussi, et ça c'est très important, par tous les membres de conseils municipaux tenus par le parti chasse. Et là, il y a un poids énorme politique. Mais est-ce que c'est un véritable poids politique, puisqu'il démissionne finalement d'un parlement dissous? Alors, on a du mal à croire qu'Ariel Henry ne sera pas dans la prochaine campagne électorale. Tout le monde pense que c'est l'homme providentiel pour le parti chasse, mais là, je crois qu'il est allé un peu loin. Est-ce qu'il pourra, comme on dit en hébreu, descendre de l'arbre? On ne sait pas. Il n'est pas ressorti, selon vous, gagnant finalement de cette histoire d'enregistrement diffusée? Il aurait pu sortir gagnant s'il n'avait pas pris des mesures aussi extrêmes et s'il avait écouté les membres du Conseil des sages du parti qui lui demandaient finalement de retirer cette démission. Là, il est allé très loin. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Alors, le problème, c'est que Ariel Henry, finalement, évite la presse et se cache, on ne sait pas très bien où il est, et refuse d'expliquer pourquoi il a démissionné. Alors maintenant, il faut savoir que le parti chasse s'effondre complètement. La scission entre Eli Yishai et le parti chasse a scindé le parti en deux. Il y avait on donnait 5 mandats pour Ariel Henry et Chasse et 4 mandats pour Eli Yishai, en pensant qu'il ne pourrait peut-être pas passer le seuil d'éligibilité. Mais derrière tout ça, il y a un problème politique de fond et on n'en parle pas. Et on en parlera dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Maurice de nous en avoir apporté une brève explication. Dans quelques instants, on fera le bilan de notre année cinéma. C'est juste après un nouveau journal présenté par Dror Even Sapira. Tout de suite. Retour sur le plateau du Morning pour la dernière partie de notre édition pour cette année civile 2014 qui s'achève. On est sur ce plateau avec Rudy Saada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Laetitia Loreni, vous nous avez rejoint pour faire ensemble le point sur le cinéma 2014. Ce sera dans quelques instants. On va parler pour l'heure de cette interview publiée par le groupe de l'État islamique. Interview d'un pilote jordanien capturé la semaine dernière. C'est dans le magazine anglais de l'État islamique. On regarde, on en parle après. Une semaine après avoir été capturé en Syrie par l'organisation Daesh, le pilote jordanien Mouat Al-Kasasbeh s'exprime publiquement pour la première fois. Du moins, c'est ce que le groupe djihadiste tente de faire croire. 4 pages lui sont consacrées dans Dabiq, le magazine officiel de l'État islamique. Un entretien avec Al-Kasasbeh disponible en ligne. Quelle révélation nous réserve donc le pilote ? Nous sommes entrés dans la province de Raqqa pour observer la région. Ensuite, les avions de chasse ont commencé à attaquer. Al-Kasasbeh se serait éjecté de son avion près du bastion des insurgés à Raqqa, dans le nord de la Syrie, après que son appareil F-16 ait été touché par une salve. Il décrit son calvaire. Mon avion a été frappé par un missile à guidage thermique. J'ai entendu et ressenti l'impact. J'ai vérifié les indicateurs, le moteur était endommagé et en flammes. L'avion a commencé à dévier de sa trajectoire de vol, alors je me suis éjecté. Âgé de 26 ans, il est le premier pilote étranger à tomber aux mains des extrémistes depuis le début de la campagne aérienne de la coalition internationale contre l'État islamique. Son père avait imploré ses ravisseurs de l'épargner. Mon fils est entre les mains de nos frères musulmans de l'État islamique. Je ne veux pas le qualifier d'otage, c'est un invité. Je leur demande au nom de Dieu de l'accueillir comme un invité et de bien le traiter. Mais l'État islamique semble peu disposé à satisfaire les demandes du père. Sur un post Twitter publié récemment, les djihadistes demandent à leurs abonnés de leur suggérer des méthodes d'exécution. Rudy, j'aimerais qu'on reparle de cette stratégie médiatique très travaillée, très étudiée de l'État islamique. Est-ce que finalement on n'est pas en droit de se poser cette question? L'Occident, il n'est pas tombé dans le panneau de l'EI? Pas forcément tombé dans le panneau parce qu'on voit très bien qu'il y a des grosses ficelles, mais par contre c'est vraiment très bien fait. Enfin, quand on dit l'Occident, les médias occidentaux ne tombent pas dans le panneau, mais une partie par contre des internautes sont séduits par ces méthodes. Pourquoi? Parce que finalement elles copient des codes qui séduisent les occidentaux. C'est-à-dire que dans les rangs de l'État islamique, on le sait maintenant, il y a des Européens, des Américains, des gens qui connaissent très bien la communication, qui connaissent le graphisme, qui connaissent le montage vidéo, la réalisation. Donc évidemment tous les codes
On se souvient des vidéos qui ressemblaient à s'y méprendre à Homeland. Et là, on voit aussi ce magazine qui a l'air d'être un magazine quasiment haut de gamme, avec même cette photo du soldat capturé qui est vraiment quasiment artistique. Donc il y a un effet, on en avait parlé sur ce plateau, un effet un peu miroir, c'est-à-dire que on renvoie aux Occidentaux leur propre code pour leur montrer, leur suggérer barbarie. Donc effectivement, ça fonctionne parce que ça nous parle, tout simplement. Avec l'Occidentaux qui contre, avec ses moyens et à sa façon, cette campagne médiatique. Alors on continue dans cette revue du web avec les réactions des internautes suite au rejet de la résolution palestinienne au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, on l'a dit plus tôt dans ce morning, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté donc cette nuit la résolution palestinienne portant sur la reconnaissance des frontières de 67. Alors 8 pays ont voté en faveur de la résolution: Chine, Russie, Argentine, Tchad, Chili, Jordanie et Luxembourg, et contre toute attente aussi la France. Alors pour faire passer cette résolution. Alors sur Twitter, le compte officiel de la diplomatie française à l'ONU regrette l'absence de consensus et dit poursuivre son action. Alors du côté des internautes qui se sont exprimés sur la question, les réactions de déception sont beaucoup moins aseptisées. Gilbert Mahé dit que la Russie et l'Iran peuvent être sanctionnés, mais jamais Israël. La Palestine n'est pas l'Ukraine, mais il y a quand même de nombreuses résolutions sur Israël et la Palestine régulièrement. Claude Demougin est encore plus virulent et parle de chien à la botte de Netanyahou. Et puis on va pas le voir, mais pour monsieur Barthélemy qui est adhérent de l'UDI, la France va dans le bon sens de l'histoire en votant pour cette résolution. Mais par contre, pour Steve Nadjar, pour la diplomatie française qui a voté pour le texte et dont elle a écrit les grandes lignes de ce texte, c'est un échec relatif. Eh bien voilà, comme ça c'est dit, avec ces réactions virulentes des deux côtés. Plus léger à présent, on va parler d'un footballeur qui utilise lui aussi Internet, mais cette fois pour trouver du travail. Oui, alors je ne sais pas si vous connaissez sûrement LinkedIn, c'est le plus grand réseau social mondial utilisé par les chasseurs de tête pour recruter les meilleurs profils, notamment les profils de cadres. Eh bien, partant du principe vrai qu'un joueur de foot est un cadre comme un autre, le joueur néerlandais Demi de Zeus, c'est très difficile à prononcer, il a 27 sélections, il a 31 ans, il est actuellement sans club depuis son départ l'été dernier du club russe du Spartak Moscou, et donc il a publié ce que vous voyez, son profil sur LinkedIn s'affiche, donc elle est très complète, on trouve son parcours professionnel, ses compétences et aussi des vidéos de ses matchs, et il le dit clairement dans son annonce: je cherche une équipe en Europe, au Moyen-Orient ou en Major League Soccer aux États-Unis. Donc bonne chance à lui. Le mercato d'hiver de foot commencera le 2 janvier pour se terminer le 3 février prochain. Et les clubs trouveront peut-être leur bonheur avec ce joueur. Et lui va peut-être trouver un club grâce à Internet. L'appel est lancé en tout cas. Alors on le voit, il y en a qui sont très studieux. Il y en a d'autres qui pensent déjà à ce réveillon dans quelques heures du 31 décembre. Et grâce à Internet, on peut savoir quelle ville se couche le plus tard. Oui, alors plus précisément grâce aux bracelets connectés. Alors vous savez, ce sont ces bracelets branchés constamment à Internet qui vous permettent de connaître par exemple le détail de votre session de sport ou même la qualité de votre sommeil. Alors Slate nous parle ce matin de Jawbone, qui est une société qui commercialise ces bracelets connectés et qui se fait remarquer ce matin avec cette statistique inédite qui a été collectée le 31 décembre de l'année 2013. Il y a un an, en effet, l'entreprise a automatiquement collecté des centaines de milliers de données sur les fêtards du 31 et a établi un tableau des villes qui font le plus la fête, en tout cas de ceux qui se couchent le plus tard, tableau que l'on va voir. Alors en tête du palmarès, on voit Moscou avec une heure de coucher à 3h43. Ensuite, c'est Kiev en Ukraine. On retrouve aussi l'Espagne parmi les fêtards. Et en Amérique du Sud, des pays comme l'Argentine et le Chili. Alors du côté des couches tôt, c'est l'Australie, les États-Unis et la Chine qui tiennent la corde avec une heure de coucher un peu avant 1h du matin. Paris se classe 10e, qui est pas mal quand même, avec une heure de coucher moyenne à 2h53. Il faut dire quand même que cela n'a rien de réellement scientifique, car l'étude, elle est complètement aléatoire puisqu'elle porte uniquement sur ceux qui ont un bracelet connecté. Donc voilà, mais en tout cas, ça donne quand même une idée des villes les Alors, plus Laetitia, fêtardes. vous piochez laquelle? Moscou, Paris, Barcelone? Moi, je trouve ça étrange que Berlin soit après Paris. C'est vrai, dans l'imaginaire collectif. Voilà, mais c'est aussi ceux qui font du sport qui ont ces bracelets connectés, donc ce ne sont pas vraiment des voilà. Et voilà, qui ont une vie plus saine, merci. Il y a encore une dernière chose. Alors, je ne peux pas partir sans vous parler du dernier compte Twitter à la mode en France. C'est le compte de Philae. Philae, vous savez qui c'est? Non, c'est le chien
de François Hollande. Eh bien, il a mais désormais... non, Philae, c'est le petit robot aussi qui était sur la caméra. Absolument. Alors voilà, on a vu son compte Twitter, c'est un compte parodique, mais qui fait un énorme buzz, et donc il nous fait part de son quotidien à l'Élysée. On va revoir peut-être ce premier tweet où il nous raconte un petit peu sa vie. Voilà, il dit c'est décidé. Alors il donne aussi son point de vue sur la politique. Je n'aboierai pas plus de 5 dimanches par an, question de principe. Et donc il nous raconte un petit peu son... Qu'est-ce qui gère le compte de Alors Philae? c'est un compte parodique, hein, ça c'est dit, c'est un anonyme, un internaute anonyme. Et voilà, il dit et ce qui devait arriver arriva. François Hollande m'a mis mon collier, il est de travers. VDM, vous traduirez vous-même. Donc voilà, c'est un compte assez sympa. Il y a à peu près 1200 abonnés sur ce compte. Je vous invite à suivre les aventures de Philae à l'Élysée. Et ben voilà, Et là, rendez-vous l'année prochaine pour voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Rudy, vous restez avec nous parce que Laetitia va parler cinéma et ça nous intéresse, voir ce qui s'est passé, ce qui a fait le buzz en cette année 2014. Alors avec quel film on commence? Alors on va commencer, je vous ai sélectionné mes films préférés de l'année 2014 dont on est venu parler bien évidemment ici sur le plateau d'i24 News du Morning. Le premier, c'est pas un film mais c'est un homme, c'est ce jeune Xavier Dolan, jeune Canadien. Son film Mommy a encensé Cannes, c'est une vraie révélation. C'était l'histoire donc d'une veuve monoparentale qui hérite de la garde de son fils, un adolescent impulsif, hyperactif et violent. Donc comme je disais, c'est un extrêmement jeune réalisateur, 25 ans seulement. Il crée une émotion quasi hystérique. Il l'a créé, comme je le disais, à Cannes. On le surnomme le tsunami, le Rimbaud du cinéma, le petit prodige. On a quelques images du film Mommy, qui est donc son 5e long métrage, qui a fait un véritable carton et qui a été le film qu'il a révélé, puisque c'est vrai que beaucoup de connaisseurs connaissaient ces 4 précédents films, mais là, pour le grand public, c'est vraiment Mommy qui a révélé le réalisateur à son public. Alors c'est votre coup de cœur de l'année. Hein. Ça, c'est l'un de mes 3 coups de cœur de l'année. Le deuxième, et alors là, c'est un véritable coup de poing cinématographique. C'est sorti, bien ensuite, c'est sorti la semaine dernière, donc juste avant la fin de cette année, et assez tôt pour rentrer dans ma liste des meilleurs films 2014. Donc Whiplash, c'est de Damien Chazelle. Il a obtenu des notes absolument incroyables, surtout sur tous les systèmes de notation des films. 96% sur Rotten Tomatoes, 87% sur Metacritic. IMDb lui donne 8,7 sur 10, ce qui est absolument énorme, et 11 sur 12 pour Entertainment Weekly. C'est une histoire absolument fabuleuse, un clash entre en fait un jeune prodige de la batterie qui va apprendre auprès du plus grand maître, l'un des plus grands chefs d'orchestre dans une école faite pour. J'ai des images du film, on regarde tout de suite, on en discute juste après. Whiplash. Got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? So how's it going with the studio band? Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no 2 words in the English language more harmful than good job. Voilà, une belle parabole de cette phrase qu'on se plaît à reprendre, la musique qui adoucit les mœurs et qui rapproche finalement. Qui rapproche, tout à fait, qui rapproche en tout cas ces 2 acteurs absolument fabuleux, Miles Teller et J.K. Simmons. Miles Teller, le jeune acteur qui joue le batteur, il faut absolument le suivre et on va certainement entendre parler pendant longtemps. Et ce que j'aime bien avec Whiplash, c'est que ça montre aussi, on a eu beaucoup quand même de blockbusters comme chaque année, et surtout, et là on a de plus en plus de films de super-héros, des films avec des budgets énormes. Là on est dans
quelque chose de très intime, dans un film qui se base strictement sur un scénario qui est fabuleux, qui est traité de manière absolument incroyable, avec des acteurs qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont extraordinaires. Presque du cinéma d'auteur. C'est du cinéma d'auteur. Ça a d'ailleurs ouvert le festival du film d'auteur de Sundance en janvier dernier. Voilà. Alors, troisième coup de cœur. Troisième coup de cœur. Et alors là, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie devant un film. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir. Ça s'appelle Nos étoiles contraires de Josh Boone, avec aussi des révélations de jeunes acteurs. On est vraiment dans la jeunesse, la nouvelle génération d'acteurs, avec Shailene Woodley et Ansel Elgort. Je vous en dis pas plus, on regarde tout de suite en images. Why are you staring at me? Because you're beautiful. So, what's your story? I was diagnosed when I was 13. No. Your real story. I am quite unextraordinary. I reject that at the hand. You know, Gus talks about you all the time. We're just friends. I hope you realize you're trying to keep your distance from me in no way lessens my affection for you. Gus, I'm a grenade. One day I'm gonna blow up, and I'm gonna obliterate everything in my wake. And I don't want to hurt you. I am in love with you, Hazel Grace. And I know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable. And I am in love with you. All your efforts to keep me from you are gonna fail. We are a hot mess. Are you angry? So angry. You need to break something. You gave me a forever within the numbered days, and I can't tell you how thankful I am for our little infinity. It's a good life, Hazel Grace. Okay. Okay. Très touchant, on comprend pourquoi ça vous a fait pleurer, ça vous a ému en tout cas. Absolument, c'est merveilleux. C'est un film qui est merveilleux, c'est un cadeau, c'est magique. Un vrai moment magique. Et d'ailleurs, Shailene Woodley, la jeune actrice, va certainement partir aux Oscars, en tout cas en tant que nominée. Ouais. On continue, un dernier. Alors, en fait, pas un dernier. On a parlé du best-of, les meilleurs films, mon choix des meilleurs films. On peut bien évidemment aussi mentionner les flops de 2014. C'est toujours assez rigolo. En tout cas, c'est pas très rigolo pour Johnny Depp qui continue à descendre. Et il a fait un des plus gros flops de l'année avec Transcendance, qui paraissait pourtant assez bien sur le papier, un scénario et un casting idéal. C'était une histoire dans un futur proche avec des scientifiques qui étaient tentés de mettre au point un ordinateur doté de conscience. Et puis une année 2015 un peu plus à Johnny sympathique, Depp, oui. moins en flop. Oui. Merci beaucoup Laetitia d'avoir été avec nous. Merci à vous Rudy. Je vous souhaite une excellente année civile, nouvelle année civile 2015. Nous on sera là demain, même heure, même chaîne. On se retrouvera. Non, toujours autant. À demain, à suivre un tout nouveau journal. Excellente journée à vous.